Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Mon invité dans cet épisode est l'écrivain suisse Joël Dicker. Plus que jamais, dans un monde empreint de difficultés, on nous explique souvent que l'économie n'est pas bonne, que le climat n'est pas bon, qu'il faut qu'on arrête de consommer, qu'il faut qu'on arrête de ci, qu'il faut qu'on arrête de ça. On est dans un monde très limitatif. Et je crois que l'expérience de la lecture, qui est justement la liberté totale, la possibilité d'imaginer ce que vous voulez, est une expérience indispensable aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Difficile de passer à côté du phénomène Dicker. Ce fils d'une libraire et d'un prof de français n'avait que 27 ans lorsqu'il a publié en 2012 La vérité sur l'affaire Harry Kéber, un roman policier qui allait faire de lui une star mondiale de l'édition. Plus de 5 millions de lecteurs dans le monde ont savouré cette enquête complexe qui a décroché le Grand Prix de l'Académie française et le Goncourt des lycéens. Forcément, le cinéma devait s'intéresser à lui. Après de multiples refus, Joël s'est laissé convaincre par le réalisateur Jean-Jacques Hano d'en faire une mini-série en 10 épisodes qui seront diffusés chaque mercredi à partir du 21 novembre sur TF1. Le prodige étant de passage par Paris pour en assurer la promo, je ne pouvais passer à côté de l'occasion de le rencontrer. Bonjour Joël Dicker. Bonjour. Alors on se rencontre à la Tour TF1 aujourd'hui. Il y a une avant-première le jour de notre interview de La vérité sur l'affaire Harry Kéber qui va être diffusée à partir du... Dites-moi la date sur TF1. Du 21 novembre à 21h sur TF1. Et c'est une série en 6 épisodes adaptée. En 10 épisodes, vous n'avez rien compris. Ça commence très bien, ou très mal. Adapté par Jean-Jacques Hano. Joël, mon podcast, il s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et j'ai tendance à penser que les livres, ça passe peut-être avant les films. Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion ? Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux ? Je crois que les gens qui lisent sont plus heureux. Pourquoi ? Parce que je crois que le livre offre la possibilité de vivre une deuxième vie ou une troisième vie. Mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on n'est pas très bien, on est dans son salon, on est à l'hôpital peut-être, et on n'est pas dans un bon moment de sa vie, et qu'on se plonge dans un livre, on est capable de sortir de sa propre vie. Et c'est un sentiment qui est particulier. On peut le faire dans le bus aussi, on peut le faire dans le métro aussi, on peut le faire à peu près n'importe où. Et c'est un sentiment qui est particulier parce que quand vous lisez un livre, ce que vous ressentez en tant que lecteur existe vraiment. Ça s'est vraiment passé. Et pour moi, c'est une différence fondamentale avec le cinéma, qui est un art que je respecte énormément, mais dans lequel on vous a imposé. On vous a imposé un imaginaire, on vous a imposé une langue, on vous a imposé un tempo, on vous a imposé 2 heures qui correspondent à une durée qu'on mesure. Alors qu'un livre, vous avez pu le lire en une nuit, vous avez pu le lire en 2 semaines, mais vous avez été vous-même maître du temps. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et je suis vraiment marqué par les témoignages que je peux recevoir de lecteurs, qui sont des lecteurs, pour certains de mes livres, qui m'ont dit « mais moi, je lisais jamais. Et j'ai lu votre roman, j'ai beaucoup aimé. Donc, ce n'est pas par rapport à mon livre, mais maintenant, j'aime lire. Et maintenant, je lis des livres. » Et il y a une étude qui est en train d'être faite. Alors, je ne veux pas inventer des chiffres et des choses comme ça, mais qui est en train de regarder si la lecture ne permet pas aussi une meilleure réinsertion des gens, notamment de ceux qui auraient fait un séjour en prison, parce que la lecture permet, et ceux qui n'ont jamais lu, qui tout d'un coup se mettent à lire, et qui pensaient qu'ils n'étaient pas capables de lire. Vous savez, on a cette idée un peu fausse, on a l'impression que la lecture, c'est quelque chose pour les autres, pour ceux qui ont étudié, pour ceux qui sont plus intelligents que nous. Et je crois malheureusement que parfois on donne cette image. Je crois que les écrivains, que le monde de la littérature donne une image d'elle un peu poussiéreuse. J'entends souvent dire « Ah, mais c'est la première fois que je vois un écrivain qui n'est pas mort » ou que je lis un écrivain qui n'est pas mort. Et je trouve dramatique qu'en 2018, le monde de la littérature ait donné une image de lui-même qui soit une image de poussière, une image de vieillard, une image de formol, une image de chose qui est has-been, qui est ringard, alors que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde empreint de difficultés, on nous explique souvent que l'économie n'est pas bonne, que le climat n'est pas bon, qu'il faut qu'on arrête de consommer, qu'il faut qu'on arrête de ci, qu'il faut qu'on arrête de ça. On est dans un monde très limitatif. Et je crois que l'expérience de la lecture, qui est justement la liberté totale,
la possibilité d'imaginer ce que vous voulez est une expérience indispensable aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Donc tout ça pour répondre à votre question, oui, je crois que les gens qui lisent sont plus heureux. Alors, quand on a un roman comme ça, qui a, comme La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a capturé l'imagination de millions de gens, beaucoup de gens se sont fait déjà le film dans la tête. Est-ce que c'est pas terriblement casse-gueule d'accepter de le porter à l'écran? Je crois que vous avez un peu hésité. Alors non, alors oui, j'ai hésité sur le choix du projet. J'ai beaucoup hésité parce que mon éditeur Bernard Defallois et moi voulions trouver un réalisateur qui soit passionné. Et pendant longtemps, tous les projets qu'on a eus, et les 90 premiers projets, on recevait des projets de réalisateurs, de producteurs qui n'étaient pas très enthousiastes. Ils avaient lu ou pas lu le livre, ils trouvaient bien, ils avaient une idée de film, mais pas tout de suite. Ils voulaient faire quelque chose, mais d'abord il fallait trouver quelqu'un, puis d'abord il fallait signer les contrats. Il n'y avait pas une passion. Il n'y avait pas quelqu'un qui nous disait « Oh, j'ai adoré, on va le faire, on va faire un truc, on va se débrouiller, même s'il faut, on va... » Vous voyez, il n'y avait pas la promesse d'une aventure humaine. Et moi, ce roman a été une aventure humaine très forte. Avec mon éditeur, voilà, ça a été une expérience absolument incroyable. Et avant d'être un succès commercial pour moi ou critique, ça a été une aventure humaine. Et ça, c'est la chose qui a le plus de prix. Et pour moi, cette série, c'est exactement ça. Ça a été une aventure humaine avec Jean-Jacques et l'équipe. Et pour moi, cette série est un succès. Alors, je ne peux pas vous dire, puisqu'elle n'est pas sortie encore, est-ce qu'elle sera un succès critique ou public ou commercial? Ça, je ne le sais pas encore. Mais pour moi, pour mon expérience humaine, c'est un succès. Alors donc avant d'être une série en 10 épisodes, ça a été un roman qui a un peu tout changé pour vous. C'était votre deuxième roman. Oui. À l'époque, on vous a présenté, vous êtes toujours une sorte de phénomène, un peu presque d'anomalie dans l'édition. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était de quoi s'était nourri ce roman. Est-ce que ce sont vos lectures d'adolescence? Est-ce que c'est votre version de la littérature que vous aimiez et que vous aimez toujours? Comment est-ce qu'il est né, ce livre? Mais je crois qu'il est né d'une libération. C'est-à-dire que ce roman, Harry Kéber, quand je commence à l'écrire, c'est-à-dire à l'été 2009, j'ai déjà écrit 5 romans que j'ai envoyés à tous les éditeurs possibles et imaginables. Et tous les éditeurs ont refusé les romans. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je crois que je vais écrire encore un livre qui sera probablement le dernier. Pourquoi le dernier? Parce que je me disais, maintenant, j'ai 25 ans presque, il faut que je m'oriente vers une carrière, il faut que je travaille, il faut que je paye mes factures. Enfin, c'est jeune, 25 ans, on a encore le droit à l'erreur à 25 ans. On a encore le droit à l'erreur, mais j'avais envie quand même de me consacrer à une carrière et de le faire bien. Et j'avais pas envie de tout d'un coup me retrouver à 40 ans sans avoir vraiment de diplôme, sans avoir rien fait avant. Donc c'était pour moi, je me suis dit, tiens, il faut que je tourne la page. Vous aviez un job à 25 ans quand même. J'avais un job, j'étais assistant parlementaire. Oui. J'étais assistant parlementaire à Genève, mais c'était un job qui était limité à 2 ans. Donc je me suis dit, j'ai un boulot pendant 2 ans, ça me donne 2 ans pour écrire un livre, et au bout de 2 ans, je verrai bien. Et pendant ces 2 ans, j'ai écrit Harry Kéber avec l'envie d'écrire un livre pour moi. Et j'avais remarqué que mes précédents romans, j'avais beaucoup écrit pour les éditeurs. J'avais écrit pour être édité. J'avais écrit pour être lu par d'autres. Et ce qui a été très différent, c'est que pour moi, ce roman a été une expérience où je me suis dit, où j'ai compris que le succès, quand on est un écrivain, qu'est-ce que le succès d'un livre? Il est en 2 phases. La première phase, c'est le succès de l'écriture du roman. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce roman, à moi, Joël, m'a apporté personnellement? Et ensuite, une fois que ce roman est fini, il y a le succès potentiel qu'un éditeur accepte votre roman, qu'il soit publié, etc. Mais ça vient après. Et moi, j'ai compris que ce que je faisais faux, c'est que je mettais tout ensemble et que je conditionnais le succès de mon expérience à l'acceptation par un éditeur. Et une fois que j'ai réussi à faire cette différenciation, ça a été le cas pour ce livre, j'ai écrit ce livre comme je voulais le faire. Et quand j'ai terminé ce roman, je m'en suis voulu énormément parce que je me suis dit, zut alors, j'ai passé 2 ans et demi extraordinaires avec moi-même où j'ai eu un plaisir fou. Je suis retourné à ma table tous les matins à écrire et j'ai adoré ça. Mais voilà que j'ai écrit un livre trop long, trop américain, que personne ne lira jamais. Et quand mon éditeur, qui avait entre-temps accepté mon premier roman et qu'on avait vendu probablement à 300 exemplaires, dont j'imagine que ma grand-mère avait acheté les 295 premiers exemplaires, donc vraiment c'était un non-succès. Quand mon éditeur le lit, il me dit « Joël, votre livre va être un grand succès », je lui dis « mais pas du tout ». Et je lui ai même dit « mais je ne crois pas que j'ai envie de le faire paraître maintenant ». Il me dit « si, il faut le faire tout de suite ». Et je lui dis « mais comment, pourquoi vous voulez que ce roman ait un succès alors qu'on vient d'en faire paraître un qui n'a eu aucun succès ?» Il m'a dit « vous verrez ». Il a insisté et c'est comme ça que en septembre 2012, le roman paraît et qu'il a eu ensuite un très grand succès que je dois à Bernard Defallois, qui a été
mon étoile, là, vraiment mon maître et mon étoile. Et qui nous a quittés. Et qui nous a quittés, malheureusement. Il est décédé en janvier 2018 et il a été, voilà, ça a été pour moi une de mes très grandes chances dans la vie, c'est de le connaître. Et quand je dis très grande chance, c'est pas tant pour le succès qui est très, très agréable et ce que le succès apporte, et je lui dois ça évidemment, mais je lui dois aussi de m'avoir appris un métier et de m'avoir appris à faire un métier que j'aime. Donc le premier lecteur d'Harry Kéber, c'est Joël Dicker. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez vous raconter comme histoire? Juste une histoire qui me plaise, et c'est pour ça que j'avais pas de plan. C'est le premier livre où vraiment je suis comme ça dans un format où j'ai pas de plan, et où je me dis, si j'ai pas de plan, c'est une manière de mesurer si j'ai du plaisir ou pas. Parce que, et je continue à me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça qu'une fois que le livre a été terminé, et c'est une remarque que j'accepte très, très, très volontiers, si on me dit que le livre est un peu trop long, ou qu'il y a trop de rebondissements, ou c'est ça, je dis oui, c'est vrai. Mais ça trahit l'enthousiasme que j'ai eu à écrire et à avoir envie de savoir, et en même temps à ne pas avoir envie que le livre se termine. C'est-à-dire que vous rajoutiez des rebondissements pour prolonger le plaisir. Parce que je me disais, là, on pourrait le finir. Je disais, mais non, pas maintenant, mais pas tout de suite. Parce que j'étais bien dans le livre. J'étais bien avec ces personnages. J'étais bien dans cette petite ville de la côte Est. Et les États-Unis sont un terrain particulier pour moi parce que le Maine, justement, toute cette partie de la côte Est, est un endroit où j'ai passé toutes mes vacances enfant depuis l'âge de 3-4 ans. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'écrivant ce livre à Genève, je me retrouve ensuite tout d'un coup projeté, emmené sur la côte Est, qui est un endroit où je me sens bien, puisque je n'y ai passé que des vacances. Donc j'écris ce roman, c'est du travail, mais en même temps j'ai un sentiment de vacances qui m'emmène, et c'était assez particulier. Alors lorsqu'il a fallu en faire un scénario, est-ce que vous avez été très, très protecteur ou est-ce que vous vous êtes un peu laissé aller au conseil des autres? Parce que là, c'est une discipline complètement différente. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur un scénario. Oui, mais il faut rappeler que l'écriture d'un scénario est un métier à part. C'est un métier à part entière, c'est un métier en soi. Et c'est comme si vous demandiez à un sculpteur de faire une peinture. Peut-être qu'il saura à peu près, qu'il sait dessiner convenablement, mais il n'est pas peintre, il est sculpteur. Et je crois qu'il faut laisser chacun faire son métier. Quand Jean-Jacques, on a parlé un peu de ce qu'on voulait faire et de ce que lui voulait faire, il m'a dit, mais toi, comment tu te vois par rapport à ça? Je lui ai dit, mais moi, je ne veux rien faire. Moi, tout ce que je veux, c'est te regarder faire. Et il m'a rapporté cette phrase que Umberto Eco avait eue au moment de l'adaptation du Nom de la Rose. Umberto Eco lui avait dit, c'est mon livre, c'est ton film. Et c'est très important comme phrase, parce que d'abord, ça veut dire que si je la reprenais à mon compte, ça veut dire que je ne vais pas apprendre à Jean-Jacques Hano à faire un film. Je ne suis pas réalisateur. Et surtout, ça veut aussi dire que c'est quelque chose de différent. Et depuis le début, je n'étais pas inquiet de l'adaptation, que ce soit par lui ou par un autre, dans le sens où une adaptation, c'est un lecteur qui représente son imaginaire à lui. Et c'est pas mon imaginaire à moi, c'est l'imaginaire de Jean-Jacques, c'est le projet de Jean-Jacques. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est important de voir la série. Pour ceux qui auraient lu le livre, alors vous allez retrouver toute l'intrigue, évidemment, mais regardez-la comme un film, avec le plaisir qu'on peut avoir à voir un film, avec la passion pour les images, la photo est extraordinaire, les comédiens sont extraordinaires, mais il ne s'agit pas de chercher le pouls en disant, mais est-ce que dans le roman, la maison est jaune, et est-ce que dans le film, elle est jaune? À la page 154 et à la page 272, il se passe ça. Mais vous savez, c'est fascinant. J'ai mon éditeur américain qui me dit, ah, mais pour nous, quand une série sort, c'est vraiment génial parce que plein de gens achètent. Et je lui dis, mais explique-moi, parce que je ne comprends pas. Soit les gens ont déjà lu le livre, et donc ils voient la série et ne l'achètent pas, soit les gens ont vu la série, et du coup, pourquoi est-ce qu'ils vont acheter le livre? Il me dit, parce que souvent, tu n'imagines pas le nombre de gens qui, une fois qu'ils ont vu une série ou un film, veulent acheter le livre pour comparer, et nous écrivent des lettres ensuite en disant, mais c'est vraiment dégoûtant, parce que dans le film, la maison est verte, et dans le livre, elle est bleue, enfin, etc. Et ne faites pas ça. Allez au cinéma, ou allez pour voir une adaptation, ou là, chez vous, à la télévision. Allez-y, mettez-vous devant votre écran pour vous laisser emporter. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois, quelques années, avec Gone Girl de Gillian Flynn. Quand j'ai vu le film de David Fincher, j'ai eu l'impression de voir le livre que j'avais lu. Oui, mais alors je suis d'accord avec vous, car j'ai lu le livre et j'ai vu le film. Le film est adapté par Gillian Flynn, donc elle a participé à ça. Donc on retrouve complètement tout le séquençage du livre. On retrouve son univers à elle. C'est un film qui est très long parce que, si je ne me trompe pas, il dure presque 3 heures. Et pour moi, c'est un tout petit peu triché, entre guillemets. Je le dis parce que la grande difficulté de l'adaptation au cinéma, c'est d'arriver à faire tenir en 2 heures
un livre. Alors vous me direz que 3 heures, c'est des tempos, des tempi qui se font encore, qu'il y a beaucoup de films de 3 heures. Le Revenant de DiCaprio, je crois, est 3h20 si je ne me trompe pas, je parle de tête. Mais donc ça se fait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je trouve que le film a vraiment été étiré pour arriver à coller. Et pour moi, c'est important de rappeler que le film, c'est quelque chose de différent et qu'il faut laisser aussi une possibilité de différenciation. Et d'avoir une reproduction copie conforme d'un livre à un film, au fond, pourquoi vraiment ? Il faut laisser, je crois, le cinéaste faire son travail. On dit, je ne sais plus qui a dit qu'adapter, c'était trahir. Est-ce qu'il vous a bien trahi, Jean-Jacques Hano ? Non, vous savez, c'est marrant parce que je dirais que les lecteurs, j'ai beaucoup de lecteurs qui depuis très longtemps me disent « mais surtout, ne faites pas une adaptation, c'est terrible, c'est toujours mauvais, etc. » Et je crois très sincèrement à ce que je vais vous dire ici, je crois que les lecteurs qui ont aimé le roman ne se sentiront pas trahis par la série. Évidemment qu'ils ont vécu une expérience par rapport à leur imaginaire. Ils ont imaginé Harry Kéber comme ça, ils ont imaginé les lieux comme ça. Et évidemment que leur imaginaire et l'imaginaire de Jean-Jacques Hano est différent. Et donc, ça ne correspondra pas forcément. Mais les sentiments seront là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une trahison. Il y a vraiment, parce qu'il y a une grande proximité, l'adaptation est très, très, très fidèle. Mais il ne faut pas que, justement, il ne faut pas se laisser emporter par la fidélité pour faire une comparaison. On va terminer cet entretien avec des petits conseils de lecture de Joël Dicker. D'abord, est-ce que vous lisez beaucoup et qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Oui, alors là, je viens de terminer un livre extraordinaire qui s'appelle Frères d'âme de David Diop, paru au Seuil, qui a été un des grands favoris à tous les prix littéraires et un des finalistes du Goncourt, exactement, et qui m'a absolument sidéré. J'ai vraiment été pris, pour moi, ce livre, moi qui écris souvent des livres longs, etc., j'ai de la peine à trouver un moyen de rentrer dans ma propre histoire, etc. C'est un livre qui est court, qui vous saisit immédiatement, et ça a été, en plus de l'histoire qui est très forte, de ce que ça rappelle historiquement aussi, c'est les tirailleurs sénégalais pendant la première guerre, donc tout ce que ça rapporte à notre rapport à l'histoire aujourd'hui, où on fête le centenaire de l'armistice, le livre est saisissant et je le conseille vraiment beaucoup, beaucoup. C'est pour quand le prochain Joël Dicker et est-ce qu'il fera 150 pages ? Ben, j'aimerais bien, vous savez, ce serait un but en soi, d'arriver à écrire très court, que tout soit dit en 150 pages, ça me plairait assez. Mais le prochain, je sais pas, il est en cours, il avance. Et puis, comme je travaille sans plan, je sais jamais vraiment très bien quand le livre est terminé ou pas. Ok, ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à liker ce numéro, à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les livres évoqués par Joël Dicker durant cet entretien, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture!